Bonjour Charles-Henri, Bonjour Grégory. c'est un plaisir de prendre un petit peu de temps pour discuter avec toi. Alors on est dans notre série de discussions sur le métaverse, hein, même si le mot est plus très à la mode. Nous, on l'aime bien moi je l'aime bien personnellement, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de concepts derrière qui sont vraiment intéressants. Et cette fois, je voudrais aborder avec toi un domaine que toi tu connais bien, qui est alors la musique en général et peut-être la transformation de l'industrie musicale qu'on va voir arriver, qu'on a déjà vu arriver, mais qui va se prolonger dans les prochaines années. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que s'il te plaît, tu peux te présenter en quelques phrases? Bien sûr. Alors, je suis Charles-Henri Marolles-Grotte. Je viens, moi, d'un parcours cinématographique. J'étais plutôt réalisateur bon, bohémien, hein. Et voilà, donc en 2014, j'ai appelé une vieille amie qui était maître clavier. On a monté Clapezza Production, qui devait être une boîte de production, tout simplement. Et puis, bon, bah, comment on galérait, on s'est intéressé à la réalité virtuelle. J'ai pu ainsi produire et réaliser un court-métrage qui s'appelait The Other Side en 2015, qui a été présenté et qui m'a présenté également aux professionnels d'un coup. Donc, ça a attiré certains médias et puis ça a attiré aussi des premières commandes et ça m'a mené donc à m'intéresser globalement à la réalité virtuelle et à renouer finalement avec mes premiers amours qui étaient la musique et le spectacle, puisque j'ai tout de suite compris que comme la VOD pour les films et le cinéma, on aurait la VOD que j'avais déposée aussi, VROD, Virtual Reality on Demand, qui stimulerait un marché international pour le spectacle vivant on y introduise effectivement toute la spatialisation et puis l'intégration, l'immersion. Donc voilà. Fort de tout ça, on a travaillé sur quelques courts-métrages et films institutionnels en 360 et en VR aussi. Et puis, je me suis entouré de jeunes étudiants qui ont créé un projet donc de salle virtuelle où on pourrait chanter, faire peut-être des actions autour de la musique, avec ce terme, bon, galvaudé qui est finalement karaoké, des choses comme ça. On a essayé tout ça. Et en 2016, ça nous a permis de faire le full body tracking et puis d'intégrer beaucoup de salons. 2020, j'ai finalement monté une nouvelle structure. Je me suis séparé de l'ancienne. Chacun va commencer de nouvelles occupations, comme un groupe de rock qui se séparait. Et, euh, et puis, on a monté XR1 avec Isabelle Peter-Rutten, qui est l'actuelle présidente de Remersive. Et puis, on a continué donc, sur le projet qui s'appelait à l'époque Sing Inside et qui aujourd'hui est rebaptisé Musique. Donc, vraiment, je suis passé, si tu veux, de tout l'aspect d'un artiste réalisateur qui fait des films 360 à tout un pipeline de développeurs, etc., quelque chose que je ne connaissais pas. Et c'est deux mondes qui se croisent, hein, on le sait. Enfin, nous le savons, mais aujourd'hui, la réalité virtuelle est assez récente pour beaucoup de monde. Donc, je tiens à rappeler qu'au final, la réalité virtuelle, c'est finalement des équipes qui sont plus liées aux jeux vidéo une rencontre souvent avec des visionnaires artistes qui sont parfois liés au monde du spectacle vivant, au monde du cinéma. Et ces deux-là doivent apprendre aujourd'hui à travailler ensemble, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, on a pu créer ainsi les premiers pipelines. Voilà. Bah, c'est parfait, ça fait une bonne introduction. On pourra revenir dans la suite de notre discussion justement sur le produit de Studio XR1 Music euh, pour illustrer quelques parties de, ce métaverse musical qu'on va essayer de présenter. Mais juste avant de rentrer encore une fois dans l'aspect vraiment techniquement musical, enfin pratiquement musical, je ne sais pas comment dire, euh, pour toi, le métaverse, basiquement, c'est quoi? Rude question, j'avoue. C'est une question qu'on pose souvent. Donc, en général, on cherche toujours à trouver la meilleure définition. Et je pense que chacun essaie de marquer sa différence avec cette question et avec cette réponse. Alors moi, étrangement, j'ai coutume de dire que c'est un coup marketing de certaines sociétés qui gouvernent aujourd'hui le marché. Voilà, en gros, pour moi, le métavers, ça coïncide. Alors, tout le monde va nous dire que c'est lié à
cet auteur que tout le monde connaît, dont j'ai oublié le nom, mais voilà, qui l'aurait un jour imposé dans un tir non-fiction, etc., etc. Oui, basiquement, c'est ça. Oui, basiquement, c'est également la possibilité d'avoir un territoire virtuel, plusieurs territoires virtuels, qui seraient en continuité croissante, euh, liés sans doute par l'élaboration de Monsieur et Madame Tout le Monde plus tard, mais surtout par des structures, des entreprises aujourd'hui, et puis qui seraient standardisées. Donc, ça permettrait finalement une approche globale où finalement Minecraft, Fortnite, etc. seraient tous utilisables dans un territoire unique. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on a un avatar qui permettrait d'être à la fois dans Fortnite, dans Roblox et dans d'autres lieux virtuels, et qui se comporterait pareil puisqu'il est développé de la même façon, alors effectivement, nous pourrions la passer de l'un à l'autre sans avoir à éteindre Roblox pour allumer Fortnite, etc. Ça, c'est l'idée globale qu'on s'en fait, c'est un consensus. Donc, c'est une standardisation finalement de l'avatarisation. Et ça peut poser problème parce qu'aujourd'hui, je regarde énormément de mini-jeux qui sont tous faits par Ready Player Me et c'est une catastrophe puisque au final, tous les jeux se ressemblent. Et bon, ça c'est un point de vue, c'est autre chose. Mais voilà ma définition. Ma définition, c'est simplement que le métavers aujourd'hui coïncide avec la MetaConnect qui est une conférence de Facebook qui coïncide avec deux périodes. La première, une vraie problématique pour Facebook qui a des lanceurs d'alerte par rapport à Instagram, etc., et qui doit changer de nom, au même titre que si je dois faire une comparaison un peu hasardeuse, le RPR est devenu républicain. Euh, Pardonnez-moi, c'est tout ce qui est venu à ce moment-là. Mais donc, il fallait rebrander Facebook et se transformer en méta. Mais ça leur permet donc de recréer une légende et un storytelling et se débarrasser d'un storytelling qui était compliqué à cette époque. Voilà. Et ça coïncide aussi à une grande période de confinement. Donc, ça coïncide, vous verrez, si vous regardez les chiffres, si vous regardez beaucoup de choses, au moment où des millions de personnes se retrouvent avec un temps de cerveau disponible, pour citer Moujotte, euh, et qui du coup s'intéressent mutuellement et ensemble, parce qu'ils ne peuvent plus consommer dehors, à des nouvelles choses. Donc, par exemple, la crypto, mais également le métavers. Ah, on peut noter cette expression. Si Facebook s'appelle Meta, c'est-à-dire que le métavers, ça va cartonner. Il faut vite investir dedans. Donc, il y a à ce moment-là un engouement global. Il y a aussi pour moi un impact très, très étrange des médias, de certains médias qui ne s'intéressaient pas du tout à la chose et qui sont obligés, du fait de la ferveur populaire, de s'y intéresser et donc de traduire à la va-vite parfois des articles américains, etc. et sans réflexion derrière. Donc pour moi, le métavers aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus d'une ferveur de plusieurs personnes, une ferveur populaire, voilà, plutôt qu'une réalité. Mais ça deviendra, ce que je vous ai précisé probablement, dans une bonne dizaine d'années, ou peut-être plus vite, puisque l'IA est arrivée et peut accélérer l'ensemble des process de développement de ces technologies. Après, c'est pas parce qu'une technologie est prête que la population qui devrait l'utiliser est prête. Et ça, on s'en rend bien compte dans nos milieux respectifs, qu'on pourrait généraliser par la XR. Alors, on va s'intéresser un petit peu plus à la musique maintenant. Euh, Tu as rappelé pas l'origine du métaverse, mais l'aspect, l'importance du confinement, de cette période un peu étrange dans le concept. Et c'est intéressant aussi de se dire que c'est justement à ce moment-là que pas mal d'industries ont bougé, dont l'industrie musicale qui s'est retrouvée sans concert, hein, pour être tout à fait simple, et qui a commencé à essayer d'explorer d'autres façons de relier les artistes au public, dont cette idée de métaverse, en tout cas alors, je ne sais pas si on peut l'appeler concert virtuel, tu me diras, etc. Mais pour toi, la musique dans le métaverse, c'est quoi exactement? C'est justement c'est la copie du monde réel, le concert virtuel. On met un artiste sur une scène et puis on met des spectateurs dans la fosse et on attend et on fait un show.
Est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce que même on pourrait dire que c'est une transformation de la création musicale en tant que telle? Comment tu vois cette rencontre entre le concept du métaverse et la musique? Essayez d'être concis. Il y a plusieurs questions dans la question. Euh, bon, déjà, à l'époque du confinement, moi, je revenais de certains rendez-vous avec des grands labels. Je préfère pas les nommer par rapport à la suite de l'histoire. Euh, Ces grands labels avaient donc pu voir ce que nous proposions. On propose une plateforme dont on parlera peut-être un peu plus tard, et qui justement répondait sans doute à la problématique liée au confinement et au fait que les artistes n'avaient plus de lieu où se produire. Alors, ceux-là m'ont simplement répondu à l'époque, on attendra la fin du confinement. Bon, euh, l'industrie a répondu comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas compris, elle ne comprend pas encore beaucoup les possibilités, les changements radicaux que vont amener finalement la virtualisation de la musique par le biais de l'immersif. Euh, donc, je me suis entretenu avec Yvan Boudillet, qui est un monsieur de la musique, hein, qui aujourd'hui s'est spécialisé dans l'explication aux grands groupes musicaux de ce que peut apporter la technologie et des nouvelles startups. Donc, il fait le lien. Et il m'expliquait à l'époque que la grande problématique des labels, c'était que les artistes devaient utiliser des grandes plateformes traditionnelles, euh, les réseaux sociaux, que sont Instagram, que sont Facebook, etc., ce qui, a, ce qui finalement ne leur rapporte absolument rien. Et c'est ce qu'ils ont dû utiliser pendant tout le confinement, puisqu'il n'existait aucun outil leur permettant finalement de récupérer le fruit de leur travail, tout simplement, leur production. Quand on se produit sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook, il y a très très peu d'argent, peut-être quelques rentrées liées à quelques publicités, mais c'est de l'ordre de centaines d'euros. Et, euh, et donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, effectivement, le confinement a démontré l'importance et les enjeux pour les artistes d'avoir déjà un endroit centralisé avec un lieu où ils pourraient centraliser les fans, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un vrai problème. Les fans achètent des tickets pour les vrais concerts un peu partout dans le monde, un peu partout pardon, sur les réseaux, sur d'autres lieux réels, mais on ne sait souvent pas comment ils se sont procurés ces billets, d'où ils viennent, etc. Donc il y a un problème de ciblage, il y a un problème de centralisation. Et les artistes, aujourd'hui, il y a un phénomène depuis Internet, c'est qu'à l'époque, on avait des acteurs simples qui s'étaient entendus pour faire percer une star. Nous avions la radio, les disquaires, la télévision et, euh, et les maisons de disques. Ça permettait donc du coup à un talent nouveau d'être entendu et vu dans tous les lieux consacrés à l'audiovisuel. Il y a pas un lieu où on n'entendait pas parler de cet artiste et ça formait une star. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, on a plusieurs lieux où les artistes se créent, que ce soit des Spotify, Deezer, des YouTube, comme on en parlait, mais on a donc du coup ce qu'on appelle un filtre numérique, pardon, la bulle de filtre. La bulle de filtre, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on a, ils sont euh, ils sont tous sur des réseaux éclatés. Et donc, du coup, et les artistes sont avec des fanbases qui sont éclatées aussi. Aujourd'hui, 91% de la Gen Z explique que, il n'y a plus de phénomène de star. Ils n'écoutent plus du tout la même chose que leurs voisins, etc. Ils ont tous des mini fans, des mini, il y a plein de mini fanbase en fait. C'est la fin de la starification, et les labels ne savent plus aujourd'hui dans l'industrie fabriquer de stars. Donc on en est là. Donc effectivement, ce qu'on appellerait le métavers ou une application liée finalement à des concerts virtuels ou du spectacle vivant virtuel, c'est quelque chose qui va exister, qui va arriver, qui va permettre finalement aux fans et aux artistes de se retrouver en se centralisant.
mais qui ne va pas, qui va quand même rester finalement sur la structuration de mini fanbase au sein de ces structures. Alors, quand tu me posais une question sur justement l'impact de ces mondes virtuels des artistes, est-ce qu'on peut appeler ça des conseillers virtuels? Oui, on peut appeler ça des conseillers virtuels. On peut parler aussi plutôt, et pour rassurer peut-être beaucoup de monde, d'hybridation. Mm. On n'en est pas encore au stade où les artistes ont compris qu'ils doivent acheter un casque de réalité virtuelle et se produire dans leur salon, fort heureusement. On est plutôt sur quelques tests permettant à des artistes connus ou ayant été connus, comme Jean-Michel Jarre, de se produire sur des spectacles expérimentaux, virtuels et hybrides. On reçoit du public dans un beau lieu, par exemple le château de Versailles ou par exemple Notre-Dame. Pour Jean-Michel Jarre, j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit parce que des expérimentations sont en train de se faire. C'est encore très récent. Et on reçoit du public en vrai et on va également se produire en simultané sur une partie virtuelle. Donc, c'est l'hybridation. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on peut penser à Stromae qui a dû annuler par exemple Oui. plusieurs concerts, hein, parce qu'il n'a pas la force génique, on va dire, de pouvoir tenir sur le long terme, comme sans doute on peut expliquer la problématique du fameux club des 27, les jeunes stars qui sont décédés à 27 ans, euh, sans doute, alors, souvent par des excès, que ce soit la drogue, etc., mais qui sont finalement que de conséquences de tournées magistrales extrêmes dans lesquelles un être humain ne peut pas tenir. Et, et pourtant, c'est ce qui permettait aux maisons de disques, pour la plupart en tout cas, d'obtenir un maximum de bénéfices. Donc, la réalité virtuelle, le métavers, si tu veux, euh, sont des outils qui vont permettre de diviser par deux ou trois cette charge de travail, qui est quand même dingue. On a vu un jeune DJ partir il n'y a pas très longtemps pour les mêmes raisons. Euh, Puisque finalement, en 2 heures, en mettant un casque de réalité virtuelle, qui est finalement la possibilité de rejoindre une nouvelle dimension et un territoire virtuel sans frontières, on va pouvoir finalement, en 2 heures, recevoir peut-être des millions de fans en même temps. Ce qui permet finalement, dans la gestion d'une tournée, de diviser par deux ou trois euh, la tournée, ou sinon, en tout cas, la rallonger dans le temps en physique, tout en n'oubliant pas les fans et en faisant des concerts live assez réguliers. On peut aussi imaginer, par exemple, dans le cadre de télécrochets célèbres, tels que The Voice ou Star Academy qui revient, qui prouve bien qu'il y a un marché et une audience, on peut imaginer ce que j'appellerais le business model qui est en train de se créer du salon. Le salon aujourd'hui, un salon virtuel ou un salon classique, pardon, euh, est toujours lié de plus en plus à une application mobile permettant à ceux qui ont participé au salon pendant un an de continuer à s'écrire, continuer à faire du business. Puis maintenant, on voit que ces salons commencent à s'intégrer. On va prendre l'exemple de la société Commodal qui s'est spécialisée dans ce genre d'événement. Euh, C'est-à-dire, on va continuer à se voir dans un monde virtuel qu'on va échanger autour de la thématique du salon. Donc, les télécrochets, aujourd'hui, ont tout intérêt à utiliser également cela, puisque finalement, ils vont te créer des stars éphémères. Le process, c'est qu'on a une trentaine de candidats et on va écrémer au fur et à mesure, puisqu'ils vont être éliminés au fur et à mesure des émissions. Mais à chaque fois, dès lors qu'ils sont en télé, ils vont créer dès la base, dès le départ, une fanbase. Mais plus ils sont éliminés, plus cette fanbase a tendance à disparaître, ce qui est très dommage, puisque finalement, on a créé une fanbase autour d'un artiste, il est éliminé, il n'a plus de lieu où prospérer et à continuer à élaborer des expériences autour de cette fanbase. C'est là que c'est très intéressant, justement, le métavers ou la réalité virtuelle. C'est cette continuité de pouvoir créer un lien réel
sans quatrième mur. Ce qu'on appelle le quatrième mur dans le cinéma, c'est ce qu'on a en ce moment, c'est-à-dire que toi et moi faisons une interview, mais je ne suis pas dans la même pièce et j'ai un écran qui me sépare. La réalité virtuelle, elle permet de briser ce quatrième mur et donc finalement, elle internationalise l'audience sans frontières avec l'immersion, donc la sensation du réel. Donc, c'est bon, c'est dans ces cas précis que je parlerai plutôt d'hybridation, que les concerts virtuels, c'est finalement un complément du concert réel. Enfin, pour un dernier point que je trouve très important, c'est que on a tendance, effectivement, parce que c'est sans doute lié à notre état d'humain, à d'abord faire les choses les plus simples et les mieux comprises. Donc, dans la réalité virtuelle, on s'est d'abord dit qu'on allait garder les fans dans la fosse et les stars sur scène. C'est peut-être une aberration, en tout cas c'est un passage obligé, je pense. J'avais pour habitude de faire comprendre cela par un exemple simple. Si tu pouvais apprendre à voler maintenant, est-ce que tu ferais tout de suite des diagonales, des pirouettes en arrière, des saltos, des trucs invraisemblables, ou est-ce que tu volerais d'abord tout droit, comme quand tu marches? Je pense que la première chose, pour ne pas avoir peur, ne pas s'affoler, c'est qu'on va essayer de voler le plus droit possible avec nos habitudes. Puis ensuite, on va se mettre à se faire des saltos, etc. C'est exactement la même chose dans la réalité virtuelle. On est obligé de prendre par la main nos consommateurs. Ils ne connaissent pas du tout et on va leur montrer des choses qu'ils ont l'habitude de faire. Par exemple, s'ils doivent monter un escalier dans un lieu virtuel, il faut mettre cet escalier, etc., etc. Et au fur et à mesure, on va écrémer. Au fur et à mesure, on va faire disparaître ces mécaniques physiques du réel, telles qu'une table, etc., parce que les gens auront compris qu'ils sont dans un environnement virtuel et que finalement, cet escalier n'a plus lieu d'être et que je peux très bien voler à la verticale, etc., etc. Et aujourd'hui, le monde de la musique et des concerts, ben, il obéit à ce même stratagème. On va d'abord montrer qu'on peut faire un concert virtuel classique, mais évidemment, pour moi, en tant que visionnaire, j'ai toujours été un peu trop vite et j'ai donc toujours été en dehors du temps, ce qui ne m'a pas toujours aidé. Euh, Évidemment, pour moi, il est grand temps de placer finalement le fan qui rêve d'être sur scène à côté, ou peut-être sans, mais souvent à côté de sa star préférée. Et d'être le temps d'un moment la star également. À quoi rêve une star quand elle est dans la fosse au milieu de millions de personnes dans la vraie vie? S'il te plaît, regarde-moi. Est-ce que tu me vois? J'aimerais te parler. Voilà ce qu'il pense de la star. Si aujourd'hui je peux faire une doublure numérique d'une star connue, comme même Johnny Hallyday, pourquoi pas, je vais y revenir, une star sera très heureuse. C'est presque son saut en parachute. C'est même son jeu. Enfin, s'il y a une équivalence dans les gamers attendent dégommer des zombies, etc. Parce ils ont cette appétence. Mais le non-joueur, peut-être que son jeu pour dégommer des zombies, c'est de se retrouver finalement qui était sa star devant un parterre de millions de personnes. C'est sa peur perso, c'est son trip, c'est assez flippant. C'est ce que permet finalement la réalité virtuelle. Elle va, elle va changer de paradigme. Alors, Donc, c'est intéressant parce que là, tu nous as vraiment parlé de la modification du point de vue de l'utilisateur, le spectateur, le fan, etc. Donc, on reste dans quelque chose de relativement compréhensible, comme tu l'as dit, hein, c'est ce qui se passe à peu près tout le temps. On garde quelque chose de connu, on habitue les gens doucement, et puis petit à petit, on les amènera vers des choses un peu plus expérimentales dans un avenir plus ou moins proche. Mais du côté de l'artiste, tu peux imaginer, je pense, la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que tu me décris, c'est finalement un métier d'artiste, entre guillemets, qui est assez semblable à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, un artiste sur scène qui chante ou un artiste qui dédicace ou des choses comme ça. Donc on adapte la même chose en virtuel, on garde les codes et on ira plus loin après. Les artistes, est-ce que aujourd'hui ils commencent, alors les artistes, je suis désolé, je dis les artistes comme s'il y en avait, c'était une généralité, mais comment tu vois leur approche
de ces technologies. Est-ce que tu vois des modifications dans l'aptitude créative, dans les performances, des expériences qui s'éloignent déjà un petit peu de ce qu'on connaît traditionnellement? Plusieurs points. L'artiste aujourd'hui, de façon plutôt générale, est assez éloigné de la tech, en principe. En tout cas, ceux de notre génération, moi je suis 80, euh, sont sans doute assez éloignés de tout cela. Et puis on a différents types d'artistes, hein, voilà. Alors, alors, voilà. J'étais aux 40 ans du groupe Trio, groupe français qui ont bercé nos années 90 pour certains. Et je pense que celui qui me semblait le plus artiste et le plus éloigné des technologies, Gizmo, j'avais ma démo à disposition et je me suis dit qu'il ne regardera même pas, je ne vais pas lui mettre un casque sur le visage. Eh ben, non seulement il l'a fait, il a chanté, il a retiré le casque, et la première chose il m'a dit, c'est top ce que tu fais. Moi, je l'avais mis dans la peau de Freddie Mercury sur mon logiciel. C'est top ce que tu fais. Il venait de chanter Renaud dans la peau de Freddie Mercury en tant que gizmo. Bon, bref, on va pas y revenir. Euh, mais ce qui serait mieux, c'est d'avoir des vrais avatars, pas des avatars d'artistes. Des avatars qui ressemblent à monsieur et madame tout le monde. Pour que monsieur et madame tout le monde puissent, eux, s'adapter et également expérimenter la scène. Il l'a compris tout de suite. Il a compris les enjeux qu'ont les jeunes artistes, qui est finalement que si moi j'ai un talent fou et que j'habite à Perpignan, il est très probable que j'ai des grandes difficultés à me faire connaître en dehors de la sphère perpignanaise et, et que je puisse louer aussi, même en arrivant à Paris, une grande salle. C'est quasiment impossible. Alors, si en plus je fais du reggae, je suis en France, ça devient compliqué, parce que je deviens une niche. Mais si par contre, la Jamaïque, l'Afrique, les Antilles peuvent voir mon talent sans que j'aie besoin de me déplacer, parce que je mets un casque de réalité virtuelle, et que je me retrouve sur scène, et que je peux enfin rencontrer des fans du monde entier en restant chez moi, là, ça fait sens. Parce que d'un coup, une musique worldwide, qui n'est pas de la culture dans laquelle j'habite, mais qui me passionne, va permettre de sortir du carcan territorial français pour arriver finalement dans des territoires qui sont, eux, plus liés à cette culture. Voilà. Donc, c'est très intéressant par ce niveau-là. C'est intéressant aussi pour les diasporas. Les diasporas africaines sont présentes sur plusieurs pays différents. Et lorsqu'une grande star veut venir les voir, une grande star de leur pays, souvent, ils ne viennent pas parce qu'il y a très peu de monde dans chaque pays qu'ils doivent voir. C'est très compliqué. On a peut-être 10 000 Africains en France, 10 000, enfin, excusez-moi, quand un Africain, c'est pas galvanisé. Je parle bien de certains pays comme la Côte d'Ivoire, etc. Euh, et en fait, ce sont des cellules très éclatées. Donc, du coup, c'est pas rentable pour un artiste de se rendre dans tel et tel lieu pour finalement faire enfin, pour dépenser beaucoup d'argent finalement en hôtel, en frais de transport pour des petites scènes. Donc, on pourrait rassembler d'un coup toute cette fanbase à un seul et unique endroit. Donc, ça répond effectivement à des problématiques, mais ça répond aussi à des problématiques de billetterie. Et même plus. Aujourd'hui, moi, mon travail, je, je crée musique en SaaS. Alors, en SaaS, c'est quoi? C'est simplement un petit logiciel, une application classique dans laquelle les gens vont pouvoir chanter sur scène. Je les mets directement sur scène parce que je trouve que c'est kiffant. Je leur fais chanter leurs chansons préférées. Ils ont les paroles devant, ils peuvent explorer la scène et non pas seulement faire les vocalises. C'est très important hein, parce que Mick Jagger aujourd'hui, s'il se déplaçait pas sur Bercy avec son fameux déhanché, etc., il n'occuperait pas la scène. C'est un vrai travail aujourd'hui que de faire que de divertir sur l'espace scénique ses fans. Et donc aujourd'hui, moi, je travaille sur ça. Mais ça permet finalement de quoi? De créer une fanbase autour d'un applicatif social simple. Bon, vulgairement, on l'appelle karaoké. Moi, je suis en train de me transcender. Et, euh, et finalement, je vais créer une fanbase utilisatrice. OK? Mais dans quelques années, moi, ce que je souhaite, c'est qu'une fois que j'ai cette fanbase, ce sera une marketplace. Fans, artistes, nouveaux talents et fans désireuses de connaître les nouveaux talents, de les suivre et surtout de les voir en live.
facilement, aisément. Ça change tout. Ça change même au-delà de ce que je suis en train d'expliquer. Imagine que tu entres à 3 heures du matin, tu es un artiste, tu lances tes logiciels, tu crées un titre, il te semble excellent, tu dis ça, ça va plaire en live. Avant quelques minutes, tu es capable, même à 3 heures du matin, de mettre ton casque de réalité virtuelle, d'intégrer ton titre que tu es en train de composer et de vérifier sur une centaine de personnes choisies qui te suivent déjà le titre que tu es en train de créer fonctionne en live. Ça change même le principe de création. Ça, c'est la parenthèse. Euh, Mon vrai travail, au final, c'est l'internationalisation de l'audience. Les outils que je veux intégrer pour que l'artiste puisse faire un live show avec des caméras virtuelles, avec peut-être la possibilité d'avoir une application sur mon smartphone et qu'un autre ami puisse choisir les caméras, les vues caméra et tous en direct live pour les lancer sur les réseaux sociaux pour que même ceux qui n'ont pas de casque virtuel et qui ne peuvent pas intégrer virtuellement le concert puissent le voir sur tous écrans et de façon dynamique. C'est également un process de monétisation complètement différent. Si je suis à Perpignan, revenons sur cet exemple, et que je m'évertue à rencontrer une fanbase et que j'arrive enfin finalement à louer l'unique salle disponible, alors qu'il y a de nombreux artistes, il y a des grandes chances que je ne réunisse que 30 personnes à 10 euros. Si d'un coup, ma fanbase passe de 30 personnes virtuelles à 100 000 et que j'ai un ticket d'entrée à 5 euros, fais le calcul. Pour moi, c'est un business model qui fonctionne directement pour l'artiste parce que finalement, il ne s'entend plus d'intermédiaire. Il va faire son marketing grâce à des outils intégrés, etc., etc. Il va pouvoir mesurer l'impact de sa fanbase, son image et tout ce qu'il veut. Il va d'un coup prospérer puisque financièrement, il va pouvoir payer ses enregistrements. On va peut-être même pouvoir les intégrer à la suite de notre logiciel, ce qu'il faut pour faire un titre. Euh, mais ça va, et puis moi, je vais me pensionner de façon à une petite taxe Hmm. pour prospérer également et continuer à développer mon projet. Donc, tout le monde est content. Mais ça va même au-delà. Euh, je pense que tu es familier aux crypto, au blockchain. Je n'ai pas envie d'y revenir. Euh, Ah, mais bon, on va aller très très vite, hein. On va aller très ah, vite. je vais être obligé de toute façon de te poser la question parce que tu es en train de me dire là que un des intérêts, alors je vais l'appeler le métaverse, hein, quel que Appelle le soit, voilà, métaverse comme si tu ça veux. Pas de simplifiera, souci. mais en tout cas que l'un des intérêts de ce concept, en particulier dans la musique, c'est de rapprocher au maximum, comme tu l'as dit, l'artiste de ses fans, de, Ouais. de les faire se rencontrer, de les faire même travailler ensemble sur certains domaines. Ce que je comprends, si je traduis ça par un modèle économique ou par une chaîne de valeur, c'est si tu rapproches l'artiste de ses fans, eh ben, il se rapproche et à force de se rapprocher, il y a de moins en moins d'intermédiaires entre les deux, forcément. Donc ça veut dire modification de la chaîne de production musicale et on parle, comme tu l'as dit, des labels, des producteurs, de ceux qui font les billets, etc, des fameuses promesses du Web 3 qu'on entend toujours, qui expliquent que de toute façon aujourd'hui ça va être génial, tout le monde va pouvoir créer n'importe quoi et en vivre. L'idée, elle est quand même là de ce rapprochement. Donc, si le modèle économique est bouleversé, en tout cas, quel type d'acteur, il reste quel type d'acteur dans ton modèle de cette chaîne-là? Est-ce qu'il reste juste le fan et son artiste? Et puis à la rigueur, musique au milieu qui fait l'intermédiaire. Est-ce que c'est plus compliqué que ça? Est-ce qu'on va vers une simplification, une massification du nombre d'artistes, le quart d'heure de gloire de tout le monde qui va Bon, s'étendre voilà. plus loin? Comment tu vois cette évolution? C'est simple en fait. Enfin, c'est simple. Ça a commencé depuis longtemps. Euh, Rappelez-vous, il y a encore très peu de temps, on parlait, d'un point de vue économique, euh, de, euh, de la digitalisation du monde du travail. On parle maintenant de la virtualisation du monde du travail. C'est pas rien. C'est même problématique puisqu'on va avoir une virtualisation non seulement économique, culturelle. Bon, il y a le phénomène des mèmes sur Internet. Les gens commencent à avoir un mouvement très particulier, très spécifique et qui finalement est presque international.
Si tout le monde se retrouve sur un territoire virtuel et qu'ils sont traduits en simultané, on va arriver à une monoculture. C'est des choses assez préoccupantes quand même. Il y a l'IA, la prise la prise de décision collective par l'IA, la suppression des frontières sur un territoire virtuel étendu, et donc un grand stress, à mon avis, des gouvernements actuels. Bon, pour recentrer sur ce que tu disais, on peut parler d'un monde qui arriverait vers une décentralisation globale, que ce soit l'industrie musicale, que ce soit autre chose. Il y a donc des crises en ce moment, comme des crises dans tous les modèles, hein. On va parler peut-être ici de ceux qui redistribuaient les droits d'auteur, voilà, qui aujourd'hui ne sont pas très satisfaits des possibilités qu'un artiste puisse être réglé directement par ses fans. L'industrie de la musique, on dit souvent qu'il n'y a plus d'argent dans la musique, c'est un fait. Parce que les maisons de disques, à une époque décisive, ont laissé les droits de concert à des industries telles que Live Nation, se disant que eux croyaient posséder les labels. Nous, le disque, c'est concret, c'est là où il y a l'argent. On voit aujourd'hui que malheureusement, le disque a disparu quasiment. C'est un objet de collection pour certains fans. Et qu'aujourd'hui, ce qui rapporte, c'est effectivement le live. Bon. Donc, non, l'industrie va se bagarrer longtemps. Hein, mais ils vont être rattrapés. C'est un fait indéniable. Ça s'appelle l'évolution. Soit tu t'adaptes, soit tu meurs. C'est juste Darwin. Euh, Cependant, ça va être transitif. C'est très facile de dire que demain, on aura finalement les fans et les artistes. Beaucoup ont essayé, mais quand on parle de démarrer à froid une marketplace, c'est le problème de l'œuf et la poule. Si je n'ai pas d'artiste, je n'aurai pas de fans sur ce monde virtuel. Si je n'ai pas de fans, je n'aurai pas d'artiste. Donc il faut commencer, c'est bien pour ça que je le fais, par une application classique plus généraliste. Donc, la blockchain aujourd'hui, le rêve pieux de la blockchain et des cryptos, c'est de pouvoir décentraliser. C'est-à-dire, en gros, de créer un rapport direct entre le consommateur et le distributeur, Le le créateur. distributeur, le créateur. On appelle ça aussi l'économie des contenus. C'est aussi un rêve pieux de Meta. C'est-à-dire qu'en gros, qu'il aurait un territoire virtuel dans lequel les créatifs pourraient créer des mondes virtuels et faire de l'argent avec. Ce n'est ni plus ni moins que de transformer Gaumont, Pathé et toutes nos grandes industries en futurs ouvriers de Meta. Mm. Attention à ça. C'est-à-dire que d'un coup, si Meta aujourd'hui crée un monde virtuel que tout le monde utilise, imaginons, et que tout le monde, une grande partie des gens, en tout cas, passent 3-4 heures par semaine, hein, 4 heures par semaine, ce sont des gens qui vont dépenser virtuellement dans ces environnements. Ils peuvent aller au cinéma, ils peuvent aller en boîte de nuit, ils peuvent faire du karaoké, ils peuvent faire des concerts. Donc, ce qui peut se arriver plus tard, c'est que obligatoirement, des parts de marché vont disparaître du réel. Ça ne veut pas dire que ça ne va plus exister, mais il faudra aussi qu'ils se placent sur ces mondes virtuels. Et si Ouais. cela appartient à Meta ou à une autre société unique, ces boîtes-là vont être 2 fois taxées. Mm. Elles vont être taxées par le monde virtuel, donc le créateur du monde virtuel, Meta ou autre. Je n'ai rien contre ça, il y a pas de problème. Mais ils vont être aussi taxés sur leur territoire, comme toute boîte. Donc, pour revenir à ce que je disais, ces économies, je suis en train de me perdre, je me suis concentré, mais grosso modo, tout ça est très lié. La centralisation, alors voilà, la centralisation, donc le vœu pieux de ceux qui parlent de Web3, qui correspond également à la période de confinement, on rappelle. Ouais. Parce que finalement, c'est encore un énième nom pour parler de XR, de VR, etc. et métavers. Euh, Leur but, à eux, c'est qu'on utilise une économie parallèle intégrée
au monde virtuel. Par exemple, dans une maison, on a des tuyaux pour amener l'eau chez nous. C'est un peu comme ça que je le vois, en fait. Ce serait la tuyauterie économique de ces mondes virtuels. Permettant finalement à moi, qui suis peut-être un fan, je vais aller voir un artiste, je vais payer un ticket pour entrer au concert avec mes cryptos, donc avec mon argent virtuel. Cela va passer et transiter par une blockchain, donc un tuyau, qui va directement distribuer, comme on distribue le courrier, euh, le prix global que j'ai payé à tous ses ayants droit. Donc, le label, si l'artiste en a un, les musiciens, l'artiste lui-même, etc., etc. Donc, ça voudrait dire que des sociétés tiers qui aujourd'hui existent pour récupérer ces droits, parce que quand un artiste comme Stromae se retrouve international, ça veut dire qu'il y a des milliers et des millions de, de circuits de distribution qu'il faut surveiller pour récupérer l'argent pour le redistribuer équitablement, ce qui est très compliqué, voire même impossible. Mm. Et en passage, ces sociétés tiers, bah, elles se payent parce qu'il faut bien qu'elles vivent. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, si je reprends l'idée du métavers dans lequel finalement tout serait fait automatiquement grâce à la blockchain, c'est un key changer qui ne plaît pas à tout le monde et qui est au final une aberration. C'est étrange ce que je vais dire. Parce que déjà, la centralisation ne peut pas exister réellement. Si j'ai un monde virtuel dans lequel j'utilise de la blockchain et tout, pour que finalement le consommateur finance directement le distributeur, le, le- le- le créateur, que ce soit ma boîte, que ce soit les artistes, mais que moi j'ai fait une levée de fonds dans le monde réel, c'est-à-dire que j'ai trouvé des gens qui mettent de l'argent dans ma société, bah cet argent, il vient pas du virtuel, il vient pas de la blockchain, il vient de l'extérieur. Donc forcément, la centralisation est faussée. Bon, bref, je ne vais peut-être pas entrer dans les détails, ça devient un peu compliqué, mais en gros, moi, ce que je vois plus tard, c'est que au-delà de la billetterie, je vais prendre par exemple le business model des startups et des capital ventures. Les capital ventures, ce sont ceux qui investissent dans des petites boîtes, ok, pour qu'elles grandissent et deviennent des licornes. Ah ben, je vois très bien ce business model intégré aux artistes qui démarrent. L'artiste serait une petite start-up, les actionnaires seraient les fans, et grâce à la popularité et l'analyse que nous aurions des données prouvant que un nouveau talent est en train, depuis un an, de péter nos serveurs. Donc, en gros, vraiment qu'il y a une influence majeure et les gens viennent le voir. Beaucoup d'Africains, de Mm. Français, de Chinois, d'Asiatiques. Bah, nous, on aura toute possibilité au bout d'un an de se rendre compte que, un, c'est exponentiel, deux, c'est international, et donc forcément, nous tenons une star en devenir international. Donc en fait, si je résume un tout petit peu ce que tu nous dis, ça veut dire qu'on a un aspect de la technologie immersive du métaverse qui va renforcer le lien artiste-fan, ça c'est la base, et que bah, puisqu'il renforce ce lien-là, s'il peut le renforcer dès le début, avant même que l'artiste soit un artiste reconnu, on va imaginer aussi un modèle économique où cette fanbase, cette micro-fanbase, comme tu l'appelles, va devenir les principaux investisseurs de cet artiste-là pour que l'ensemble se valorise. Et donc, en fait, on a d'un côté une monétisation différente, parce que là, on n'est plus dans la maison de disques qui repère un artiste et qui excite. Là, ça vient de la base, on va dire. Hein. T'es reconnu pas par tes pairs, par tes fans, et tu montes avec eux. Et en plus, tu as un outil pour, dès le début, faciliter la rencontre entre les deux parties, quelle que soit leur localisation, en fait, qu'ils soient à droite, à gauche, qu'ils parlent n'importe quelle langue, etc. L'outil est là pour faire le lien. C'est ça le modèle qui Alors, pourrait être l'avenir de cette industrie musicale? ça pourrait être cela, c'est-à-dire qu'en gros, nous avons tous les moyens d'analyser une fanbase internationalisable
et que cette fanbase se voit dans la possibilité d'investir peut-être comme des actionnaires au final, Mm. 10 euros, allez, 5 dollars, 10 dollars, mais multiplié par peut-être 500 000 personnes, en l'espace d'un moment, dès lors que nous avons vu que les métriques sont bonnes et prouvées, on mettrait sur scène l'équivalent d'une sorte de vase dans lequel à chaque concert, les fans pourraient mettre des likes relativement payants à 1 ou 2 centimes d'euros, un petit peu comme la pompe à essence qui Mm. défile. Pourquoi payant? Parce que j'estime qu'un fan réel a besoin de prouver la valeur du cœur qu'il envoie. S'il aime, il veut montrer qu'il aime vraiment. Il ne veut pas pouvoir envoyer un cœur et que ça n'a aucun intérêt. Pareil, des dislikes. Donc, on n'aime pas, qui amoindrirait finalement la jauge, mais qui serait peut-être plus cher pour éviter le troll. Voilà. Il y a tout un vocable à Ouais. travailler pour rendre indolent, si tu veux, l'aspect quasi financier de la valeur qu'on va offrir En à un fait, artiste. l'objectif de toute façon, c'est que l'artiste et ses fans se rencontrent. Enfin, c'est ça Tout à fait, tout à fait. l'objectif de base c'est C'est vraiment ça. faciliter cette rencontre-là pour ensuite Hum. aller plus loin. Mais c'est vraiment ça le cœur du sujet du métavers. Alors, t'imagines bien que je vais être obligé de te poser la question quand même de ce qui manque aujourd'hui, parce que tu as dit qu'on était dans une période de transition. Euh, Aujourd'hui, dans l'état actuel de la musique et dans l'état actuel de la technologie, je vais peut-être poser la question autrement. Si tu avais une petite baguette magique et que tu es, je sais pas moi, deux, trois trucs à changer instantanément pour aller plus vite vers ta vision de l'avenir de l'industrie, ce serait quoi ces deux, trois choses à changer magiquement? Aujourd'hui, Ouais, pour les artistes, pour l'univers de la euh, musique. pour l'univers de la musique, massivement, euh, la centralisation de certains milieux qui sont intronisés plus trop de longtemps. Par exemple, si on prend des radios importantes, c'est elles qui décident quel artiste ils décident de passer dans leur radio ou pas. Ok, donc ça veut dire qu'un mec qui a du talent mais qui ne l'aime pas, il pourrait ne pas réussir à se faire introniser et et donc finalement à trouver ses auditeurs. C'est terrible. C'est comme si on disait à Brel, bah non, tu dégages. Alors, ça Donc, veut dire que ton coup de baguette magique fait disparaître les radios ou crée un mécanisme pour les non, transformer? c'est-à-dire que d'un coup, je redonne le pouvoir aux fans. C'est eux qui décident ce C'est qu'ils eux veulent qui votent. écouter. Ok, C'est eux qui décident ce qu'ils veulent écouter. C'est pas trois personnes dans un jury. Voilà. Ça, c'est une première chose. Le pouvoir appartient à ceux qui veulent entendre. C'est tout. Et derrière, il y a malheureusement une déformation professionnelle qui se destine à faire et défaire certaines carrières. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de naturel. Voilà. Donc, ça, c'est ma première chose. ok. La deuxième, c'est de permettre à ces artistes d'être rémunérés correctement. Parce qu'il y a beaucoup trop aujourd'hui de, d'entremetteurs, puisque les artistes sont d'abord des êtres sensibles. Souvent, ils n'ont pas du tout la fibre commerciale. Ils sont obligés de le devenir de plus en plus souvent pour survivre. On a des cas extrêmes et réguliers de contrats mal signés. Hmm. Donc, si on peut trouver quelque chose de transparent permettant finalement à un artiste de s'accorder à une fanbase internationale avec des métriques et des outils, pardon, simples, ben déjà, on aide l'artiste. Donc, Ça, c'est primordial. je résume le truc. Le deuxième coup de baguette magique, c'est si on t'écoute, t'es payé. C'est ça, tout de suite. Et transparent. Je sais où ça va. Tout est impeccable. J'ai une petite Hmm. métrique très simple. Et voilà. Ensuite, Allez, plus ben, qu'une, hein. Parce que plus là, qu'une, c'est la j'entends troisième, bien. hein. C'est la Attention. troisième. La troisième, permettre à toute personne qui souhaite aller à un concert de Rolling Stone d'aller au concert de Rolling Stone, quel que soit l'espace dédié euh, ou l'avion, etc. Là, d'un coup, j'ai plus d'avion à prendre. Je peux regarder, je peux participer. C'est immersif, c'est interactif. Si je parle fort, bon, s'il y a des millions de personnes, c'est un peu plus compliqué, mais Hmm. bah, je peux troubler l'audience.
et j'ai une véritable interaction concrète, réelle. Et puis, si Bercy ou le Stade de France, ou, oui, bon, je sais qu'il y a d'autres salles internationales, je ne les connais pas, eh ben, est trop petit, je peux quand même y aller parce que je peux pousser les murs avec la réalité Mm, virtuelle. Et même avec la réalité augmentée, c'est aussi un sujet, mm. On aurait beaucoup de choses à dire. n'est-ce pas? On a déjà beaucoup échangé sur. Alors, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Tu as abordé le sujet à certains moments des artistes disparus. On aurait pu aborder le sujet ô combien intéressant, comme tu l'as dit aussi à un moment, de l'intelligence artificielle Ouais. générative qui finalement peut amener à la question, a-t-on vraiment besoin d'artistes? Et là, tiens, a-t-on vraiment besoin de fans aussi? Ou je sais pas. Enfin, on peut aller très loin là-dessus. Mais je voudrais conclure déjà de base par savoir un petit peu quelles sont les prochaines étapes pour toi et pour musique. Euh, qu'est-ce que vous développez et qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, moi, hier, j'étais très surpris par l'arrivée d'un concurrent que je n'attendais pas. Je savais que ça allait m'arriver. C'était évident. Donc, du coup, aujourd'hui, ils vont proposer des choses assez similaires, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir chanter en duo sur une scène virtuelle, même si moi je suis en France et que l'autre est au Japon. Finalement, on n'est pas du tout loin d'un modèle qui existe déjà sur mobile, qui s'appelle Smule. Smule permet de se filmer sur son téléphone, chanter une chanson puisque les titres sont dessus, partager la vidéo et faire un duo avec Mm, quelqu'un qui repréenregistrerait sur la partie qu'on a chantée. Ils ont créé tout un système de code permettant d'éviter les problèmes de latence. Enfin, bref, techniquement, c'est au top. C'est un ancien de Google. Et je pense qu'il a très bien compris l'éclatement aujourd'hui dans l'industrie musicale. Et voilà, aujourd'hui, un de ses concurrents, qui est très proche du modèle de Smule, vient de proposer la même chose en réalité virtuelle. Donc, il a compris. Donc, nous, aujourd'hui, ça nous rassure finalement. Ça nous rassure parce que si quelqu'un fait la même chose, exactement la même chose, que je vais peut-être déjà rencontrer, hein, c'est qu'il y a un marché. mm. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je lance cet appel. Nous faisons la même chose en France. Deezer versus Spotify, Dailymotion versus YouTube. Donc, il y a un vrai marché. OK? Je, moi, je max sur cette idée que globalement, on a des fans. Par exemple, les fans de Johnny Hallyday qui serait prêt à acheter un casque réalité virtuel s'il pouvait faire un duo avec Johnny, ou être en tout cas plus proche de lui. Mm. Ce qui est intéressant, et enfin, je vais juste faire une petite parenthèse, parce que ça entre finalement dans ce qu'on va faire, les artistes décédés. On a plein de fois essayé de faire revenir Claude François, Dalida, etc., sous forme d'hologramme. Le problème, c'est qu'on l'a fait dans le monde réel. Mm. Et donc, ça pose problème par rapport au consensus moral. Si quelqu'un est mort, il ne peut pas être vivant dans le monde réel. Mm. Si je mets un casque de réalité virtuelle, je change de dimension. Rien que le fait de poser quelque chose devant les yeux prouve que je vais dans un monde imaginaire. Et ça change la philosophie. Donc, dans ce monde-là, n'existant pas, parce que je rejoins un monde virtuel, peut-être que Johnny n'est pas mort. En tout cas, je suis prêt à l'accepter. Et ça change tout. Donc, finalement, le vrai travail de musique de tous ceux qui font de la réalité virtuelle aujourd'hui, des concerts en réalité virtuelle, en passant par de l'expérience fan ou du stand-up en XR, parce que moi, finalement, ce que je propose, c'est une scène virtuelle, Mm. ni plus ni moins, dans laquelle on pourrait même faire de la politique ou faire cet entretien. Euh, c'est un pouvoir de diffusion internationale, mais au final, le travail, ce qui manque, la pierre angulaire qui manque finalement à tout ce monde virtuel, c'est son storytelling. Ce sont ces légendes pour qu'ils existent réellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est fier d'être français ou ailleurs, c'est parce qu'on a des histoires derrière. On a une histoire extraordinaire qui font qu'on est français. Qu'est-ce qui ferait qu'un homme, un avatar, soit fier d'être dans le territoire virtuel qu'il explore? C'est son histoire. À l'époque, avant même que le DJ Fatboy Slim fasse un super concert virtuel sur Virbella, non, Engage, qui était formidable, je vous invite à le regarder, c'est top. Bah, en fait, j'avais coutume de raconter cette histoire. Imaginons que Fatboy Slim, dans un monde virtuel, décide de faire un concert sous sa forme de gros bonhomme qu'on avait vu dans les années 90. Et puis, il commence son concert, d'un coup, il y a une foudre, et il est foudroyé
et puis on le voit monter vers les cieux, et on monte, et on voit une lumière dans laquelle il se dirige. Alors, c'est quand même storytellisé, puisque c'est virtuel, ce sont des développeurs qui ont créé cette histoire. Mais dans 20 ans, la légende se fera. Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il a ouvert un monde des chanteurs morts dans ce monde virtuel? Et puis, si derrière, je fais jouer les médias, la radio, tous les animateurs classiques d'aujourd'hui qui expliquent et donnent une rationalité dans le réel en expliquant ce qui s'est passé dans le monde virtuel, ben, je crée de la légende. Et dans 20 ou 30 ans, si j'ai un gamin et puis que je vais dans ce monde virtuel, il va dire, papa, tu étais là quand ça Muslim s'est fait électrocuter et qu'il a ouvert le monde virtuel où on retrouve toutes les stars décédées. Ben voilà, en fait, Mm. c'est ce qui manque aujourd'hui au métavers, plus que dans mon domaine, c'est tout le storytelling qu'on va raconter derrière. Donc, musique aujourd'hui, ben, nous, on est en recherche de financement. On a presque 7 ans d'existence maintenant, 10 ans si je compte la première version dans mon ancienne boîte. On recherche des CTO, on recherche beaucoup de développeurs, de financement. Euh, et, euh, et par contre, on est approché aujourd'hui, en tout cas on approche des géants du karaoké, des labels qui sont intéressés par le concept. Et notre vision, bah, effectivement, c'est d'abord de passer sur un système applicatif où les talents pourraient chanter sur scène devant un parterre de fans et également diffuser par le biais de caméras virtuelles qu'on met à disposition sur ces scènes virtuelles directement sur les réseaux sociaux. Mm. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde, aujourd'hui, s'ils ont du talent, ils n'en ont pas, hein, ils font ce qu'ils veulent, peuvent finalement se produire sur scène et créer une fanbase autour de leur talent amateur. Voilà où on en est. Eh ben, écoute, sacré programme. Merci Charles-Henri de cette discussion. Ça nous ouvre pas mal de possibilités sur cette interaction magique entre les mondes virtuels, le métaverse et la musique. Et puis on mettra dans la vidéo les liens vers musique hein, pour que les gens comprennent un peu mieux ce que c'est. Et puis si vous avez des compétences, si vous avez des copitaux, je pense que tu es tout à fait disposé à discuter. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez contacter Charles-Henri. Il vous expliquera mieux que nous, que moi, ce qu'est musique. Merci beaucoup. Merci Grégory, à bientôt. J'espère avoir été clair. À bientôt. Ciao. Bye bye.